Bonjour Anthony Delon. Bonjour. Entre chien et loup, le clan Delon. C'est un livre d'une sincérité totale. Vous racontez votre père, votre mère Nathalie Delon, vous racontez Mireille d'Arc, vous racontez tous ceux qui ont accompagné votre vie, votre parrain. Et au fond, vous dites, j'écris pour lutter contre l'oubli. Oui, c'est vrai. Je me suis lancé dans l'écriture tout court, parce qu'à la base, ce n'était pas un livre, c'était une série. Et ça deviendra une série, d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai commencé à écrire cette série avant qu'on me propose, par hasard, d'écrire un livre. Je vais vous raconter comment et pourquoi. Parce que j'avais le besoin d'arrêter le temps. Parce que j'avais le besoin d'inscrire dans le marbre des souvenirs. Pourquoi? Parce que vous avez parlé des gens qui me sont chers, mes guides, mon parrain, ma marraine, Mireille, ma mère, tous ces gens ont disparu. Et enfin, aujourd'hui, mais au moment où j'ai commencé à écrire, on avait diagnostiqué à ma mère un cancer du pancréas, donc fatal, et mon père venait d'avoir son accident. Et j'ai eu peur, et j'ai eu besoin tout à coup, voilà, comme pour arrêter le temps, d'inscrire des images dans le marbre. J'ai eu besoin de nous raconter, j'ai eu besoin de parler de nous. Et c'est sorti, c'est parti comme ça. Oui, que comme si l'amour n'était pas une malédiction qui se transmettait de génération en génération. C'est ce que vous écrivez. En fait, je dis que l'amour est une malédiction. Non. Il y a une malédiction. Vous m'avez un peu aiguillé, mal aiguillé. J'ai dit que je m'attaquais à une malédiction qui se transmettait de génération en génération, dont la première victime était l'amour. Ça voulait dire qu'on est capable d'aimer, mais on peut aimer très mal. Et donc, dans ce livre, je parle aussi de résilience et de pardon. Et j'explique que dans un cas comme celui-là, pour être résilient, il faut d'abord comprendre pour ensuite pouvoir pardonner. Donc ça, c'est aussi une strate du livre. Oui, oui. Vous dites que votre père, Alain Delon, a été victime, on le sait, d'un AVC. Il y a une rumeur aujourd'hui qu'il dit qu'il veut se suicider. Alors, on a lu ça. Est-ce que votre papa a envie de mettre fin à ses jours? Non, pas du tout. Je suis content que vous m'en parliez. En plus, TV5 a la vocation d'être diffusé dans le monde entier. Ce n'est pas une rumeur qui court en France, mais c'est une rumeur qui court à l'étranger, en Italie, en Espagne, au Brésil, dans plein de pays. Je suppose qu'un jour, un pigiste a dû reprendre une phrase sortie de son contexte, puisqu'effectivement, dans ce livre, je parle d'euthanasie, puisque ma mère avait décidé d'avoir recours à l'euthanasie, et mon père, un jour, s'il est branché comme un légume sur un lit, bien sûr que lui aussi aura recours à cela, mais aujourd'hui, il est hors de question, il n'a absolument pas envie de se suicider, et d'ailleurs, il se porte comme un charme. Et voilà, et c'était important de le dire. Et je suis content que vous me donniez l'occasion d'infirmer cette news absolument ridicule. Mais ça vient d'où, une rumeur comme ça? Ça veut dire qu'au fond, on pense que votre père est au bout de sa vie, c'est ça? Non, c'est quelqu'un qui je vous l'ai dit, un journaliste, un pigiste qui a voulu faire un scoop, un buzz, comme on dit aujourd'hui, et qui a sorti une phrase d'un contexte, et tout d'un coup, ça s'est répandu viralement, encore une fois, à l'étranger, pas en France. Oui, parce que vous le dites dans ce livre, votre père vous a dit, si un jour je suis un légume, je veux que tu me débranches. Bien sûr. Et vous l'avez demandé à vous. Il a raison. Moi, je voudrais la même chose. Je l'ai déjà dit à mes enfants. Pourtant, je ne suis pas très vieux. Mais on a tous peur de ça. On a tous peur de rester un jour branché sur un lit et de mettre des années à crever. Oui. Lorsque votre maman est morte, vous dites, Nathalie Delon, vous dites, elle est morte en femme libre comme elle avait vécu. Absolument. Et vous l'avez filmé. Vous avez filmé ces dernières semaines. Alors, je n'ai pas filmé ces dernières heures, évidemment. Il y a beaucoup de pudeur dans ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que quand, le 15 décembre, on avait ce rendez-vous avec son médecin à l'hôpital pour voir un petit peu quel était le résultat des chimios, différentes chimios au rayon qu'elle avait subies, et que le médecin nous a dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle lui a dit, combien, docteur? Il lui a dit, écoutez, avec une petite... Combien? Il a dit entre 4 et 6 semaines. Donc on est sorti de là, le choc passé. Elle m'a dit, tu sais, j'aimerais que tu me filmes, j'aimerais que tu montres à mes petites filles, mes filles, qui j'étais, qui était leur mamouche. Et j'aimerais qu'on
Voilà, elle voulait qu'on laisse une trace. Et c'est de là qu'est partie l'idée de ce documentaire qui a duré 37 jours, puisque le médecin ne s'est pas beaucoup trompé. Elle est partie 37 jours plus tard. Oui. Elle vous a parlé de votre papa. Elle vous a dit, le problème avec lui, c'est qu'il veut ressembler à une image qu'il s'est fabriquée, qui n'est pas lui. Et qu'au fond, l'amène à réveiller des démons. Et qu'au fond, pardon? Qui réveille des démons en lui. Quelque part, il n'est pas lui-même. Écoutez, oula, ça c'est un long discours. Ma mère m'a dit beaucoup de choses dont je parle dans le livre, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il est lui. Et vous savez, ce livre, en fait, puisque c'est devenu un livre, nous a fait beaucoup de bien. On a, lui comme moi, pris beaucoup de recul par rapport à notre vie, par rapport à les conflits qu'on a pu avoir. Et vous savez, il y a des hommes, des générations qui ont du mal un peu à communiquer, à échanger. Et le livre a cette particularité, c'est qu'on peut le lire et le relire en étant seul. Et je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et que depuis la sortie de ce livre, il y a quelque chose chez lui qui est plus apaisé. Je pense qu'il a compris. Il a lu le livre. Bien sûr. Oui. Puisque ce livre parle aussi de résilience, de pardon. Et j'ai dit un jour que, voilà, il y a eu des moments très durs entre nous, mais que c'était l'enfant à l'intérieur de lui qui parlait, cet enfant qui était blessé, parce que lui, comme ma mère, comme moi, avons souffert d'un syndrome d'abandon. Et c'est cet enfant blessé qui réagissait, qui reproduisait, parce que c'est ça le danger. C'est que quand on est victime de problèmes familiaux, ce qui est universel, hein, je le dis aussi dans le livre, et d'ailleurs j'étais à un salon ces derniers jours et 9 personnes sur 10 sont venues me voir en me disant « Oh là là, merci d'avoir écrit ce livre, j'ai l'impression que ça va m'aider parce que moi aussi j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça ». Et mon père s'est rendu compte, voilà, que c'était possible de pardonner. Oui. Et vous dites aussi... Et de faire la paix avec lui-même. Oui. Il vous a raconté des secrets dont vous dites « je ne les révélerai jamais ». C'est normal. Oui. Il vous a dit des choses secrètes. Je dis que c'est un peu comment dire, je ne sais pas comment je formule ça, mais je parle de l'aîné à qui on transmet certaines choses, et oui. Oui. Qui est important parce que vous dites, il ne vous a jamais demandé comment ça allait dans toute cette enfance. Un jour, il vous voit au théâtre, la scène est magnifique. Et là, vous le voyez sourire dans la salle, et il vient vous voir, et ensuite il vous téléphone, il vous dit « Tu étais magnifique dans ton costume ». Et là, vous dites « Tu m'appelles pour me dire ça ?» Vous êtes étonné qu'il vous fasse un compliment. Oui, j'avais la grippe, j'avais 42 fièvres, mon téléphone sonne, effectivement. Il était venu me voir jouer au théâtre, il était venu ensuite dans la loge pour me dire « Tu étais magnifique, j'ai beaucoup aimé, il m'a fait des compliments. » Et puis voilà, et puis 3 jours après, j'étais au lit, le téléphone sonne, c'était lui, il me dit, tu sais, je voulais te dire, et il a tenu à me le redire. Et ça m'a beaucoup, oui, ça m'a touché. Oui. Oui, parce que il y a tous les souvenirs, l'enfance. J'explique tout ça dans le livre. Oui. Là, tout à coup, vous m'en parlez, il faut que je cherche dans mes souvenirs, mais l'essentiel est là, oui. Oui. Mais vous dites franchement que vous n'étiez pas heureux et que ça vous conduisait à faire des conneries. Bon, vous racontez les conneries que vous avez pu faire. Ça commence par un vol de mobilette. Après, vous allez vous retrouver en tôle. Il vient d'ailleurs vous voir à la prison. Vous racontez cette scène. Il y a même des photographes de Paris Match qui attendent dehors. Oui, oui, c'est vrai. Quel souvenir vous avez de ça? Votre père au parloir. C'était un flic, le film de Jacques Doré, un petit peu l'impère kaki et les lunettes roses. Voilà, c'était cinématographique, je dirais. Oui. Mais écoutez, on a un peu vécu les mêmes choses et dit les mêmes choses. Il a dit un jour, un gosse qui fait des conneries est un gosse qui est malheureux. Et bon, voilà. Et moi, j'ai été envoyé en pension à l'âge de 10 ans. Et j'ai grandi un peu seul. Et donc, effectivement, je pense qu'inconsciemment, quand on est petit ou plus jeune, on fait des conneries pour attirer l'attention ou parce qu'on est en colère. Déjà, ça commence, on est en colère. Oui. C'est vrai, ce livre-là, c'est un livre de résilience, c'est un livre d'amour, au fond. Parce que derrière, on voit les blessures de votre père,
On voit Oui, tout ça. Bien sûr, on Oui. voit, Parce on voit que nos c'est blessures vrai- à tous. Oui, mais il a des comportements très durs envers vous. On vous en a beaucoup parlé Mais dans la vous voyez, vous promotion en du parlez livre. énormément, mais il Oui. faut savoir que ce n'est pas non plus un livre sur mon père. Oui. C'est un livre sur notre famille. C'est-à-dire que ce livre a plusieurs strates. Comme j'ai dit, la première, c'est un hommage que je rends à mes guides. Mes Oui. guides, c'est mon parrain, ma marraine, qui sont des gens qui ont été mes murs porteurs, qui ont fait, qui m'ont accompagné, à qui je rends un hommage, parce que sans eux, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est très important, c'est la première chose. Et je parle aussi de Mireille d'Arc, je parle de ma mère, je parle de notre vie. Il y a aussi des anecdotes qui sont croustillantes et formidables et drôles que j'avais besoin de raconter, comme celle du président Ah ben, alors, Giscard allons-y. d'Estaing. Mais Valéry Giscard d'Estaing qui se retrouve qui se fait au domicile sortir de Mireille d'Arc. voilà, chez nous, Oui. de Mireille, de mon Oui. père, chez nous. Et Alain Delon qui finit ses tournages un peu plus tôt et qui se retrouve face au président. Bon, je vous rassure, il prenait Oui. le thé, hein. Ah oui, c'est rien passé. Rien du tout, évidemment. Oui, mais enfin, votre père a parlé au président d'une manière, personne ne pouvait parler comme ça au Ah président bah, de il la a sorti République. Manu Militari. Oui, Bon, et il y a ça, il y a beaucoup de choses. Il y a ces maisons où j'ai grandi. Je parle d'Aix-en-Provence, je parle de Douchy, je parle du quai Kennedy, je parle de... Voilà, J'avais besoin de, à ce moment-là... Alors, il faut quand même... Excusez-moi, je fais un petit retour quand même, mais... Donc, c'était écrit pour une série qui va se faire parce que les droits ont été achetés avant même que j'ai terminé le livre par Dominique Besnéard et Media One. Et c'est ensuite, pour donner un terreau aux scénaristes qui vont commencer à travailler sur cette série, que j'ai écrit ce livre. Donc, il va y avoir une série internationale, parce que ça sera un projet international, qui va sortir qui va être adapté de ce livre. Et par la même occasion, du premier que j'ai écrit, Le Premier Maillon. oui. Mais non, mais si on revient quand même sur une anecdote, le samouraï. Votre père tourne avec votre mère, avec Nathalie Delon. Et c'est terrible les conditions de tournage pour votre mère, de ce qu'il lui fait vivre. Oui, parce qu'il emmerde pendant tout le film. Pendant tout le film. Et ça se termine, elle lui tourne une gifle à la fin du tournage. Devant tout le Melville monde. qui raconte ça. Enfin, ma mère l'a raconté ensuite dans son livre, mais Melville l'a raconté évidemment dans une interview. Et oui, elle lui a mis une gifle, elle lui a dévissé la tête. Mais vous savez, ma mère était quelqu'un de très fort. Physiquement, mentalement, elle était petite, toute mince. Je l'ai dit, ma mère, c'était une lionne dans un corps de moineau, mais je peux vous dire qu'elle était forte. Ouais. Et alors, ça va être un guide extraordinaire. Mireille d'Arc. Je veux qu'on dise quelques mots de Mireille. Mireille. Non, vous dites, elle a été l'architecte de la vie d'Alain Delon. C'est ça que vous dites. Elle a été l'architecte de sa vie, absolument. Alors d'abord, je voulais dire que Mireille a été avant tout une femme remarquable, parce qu'elle a été ma belle-mère, elle a vécu avec mon père pendant 15 ans, elle m'a élevé aussi, mais elle m'a élevé avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'amour, et elle m'a élevé sans jamais vouloir prendre la place de ma mère. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait en sorte que ma mère reste ma mère et qu'elle reste sur son piédestal. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, elle a mis sa carrière entre parenthèses. Vous voyez, toutes les deux, là, elles sont belles. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de mon père. Et elle lui a construit ses maisons, et j'en parle dans le livre, la maison d'Aix-en-Provence, qui était extraordinaire, et puis Douchy, qui a été une entreprise pharaonique. Parce qu'il faut savoir qu'à Douchy, on a un lac qu'on a déjà vu, et qui a remplacé un château. Donc elle a fait raser le château, creuser le lac. Il y a eu Marrakech. Si vous voulez, elle a dédié sa vie à cet homme et elle lui a fait son univers, ses maisons. Je parle de l'organisation du championnat du monde de boxe. Monzon-Boutier, quand Jean-Claude Boutier est venu s'installer à la campagne chez nous à Douchy. Moi, j'avais 11 ans, 12 ans. Et on avait construit, c'est Mireille qui s'était occupé de toute la logistique, qui avait fait construire le ring, qui logeait les boxeurs, les sparring partners, qui faisaient venir la presse, la bouffe, la boisson, tout. Et c'est elle qui avait tout géré. Et moi, je me souviens de ces moments où Boutier s'entraînait avec ses sparring partners à la maison. Oui, oui. Ah oui, vous avez grandi au pied d'un ring, hein, parce que quand même, c'était l'ambiance. Ouais, Hein. je me souviens. Et d'ailleurs, là, je crois que la photo là, de nous trois, c'était au championnat du monde. Ouais. Qui était un combat très rude entre Monzon et Boutier. Ouais. Mais quel extraordinaire caractère. Alors, c'est vrai, elle vous dit un jour, elle vous dit Tonio, je sais pas. Tony, elle vous dit, tu sais, tu comprendras plus tard. Ton père s'enferme 2 jours dans le noir dans sa chambre. Tu comprendras plus tard. Et vous dites cette phrase, vous l'avez entendue toute votre enfance. Tu comprendras plus tard. Moi, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu de leur père, ou
peut-être c'est plus une phrase d'homme, je pense. Hein. Les mères, en général, prennent un peu plus de temps pour expliquer les choses. Tu comprendras plus tard, quand tu seras grand. Je pense qu'on a tous entendu ça, en tout cas beaucoup d'entre nous. Ouais. Oui. Enfin, tu comprendras plus tard. Mais vous dites, parce qu'il faut parler de vous aussi dans ce livre. C'est quand même pas facile d'être le fils d'Alain Delon. C'est quand même pas facile. C'est vrai que vous allez vous retrouver, on l'a dit, dans des aventures. Voilà. Et vous avez une arme avec vous le plus souvent. Vous faites des conneries. C'est pas évident, Anthony. Mais vous savez, la difficulté, c'est pas d'être le fils d'Alain Delon, l'acteur. Parce que regardez, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de recevoir Jean-Paul Belmondo, la famille de Jean-Paul. Jean-Paul était l'équivalent légal de mon père dans le cinéma français. Voilà, il y avait deux stars, d'ailleurs mon père le dit, on se tire la bourre en permanence, un coup lui, un coup moi, un coup lui, Borsellino. Voilà. La famille de Jean-Paul, si vous voulez, son fils, ses enfants, je veux dire, il y avait un équilibre. Ce sont des gens, moi je sais qu'à 17 ans, j'étais jaloux de Polo. J'avais envie d'être un Belmondo, parce que tout était tellement beau, parce qu'ils vivaient tous ensemble, il y avait une harmonie, c'était extraordinaire. Donc c'est pas la question, c'est pas un problème de notoriété, c'est un problème d'homme, c'est un problème de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, la notoriété, le nom, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ça rajoute une problématique. Mais si vous avez un équilibre à la maison, vous pouvez vous appeler Belmondo, Delon, Ventura, Gabin, les choses se passent plutôt pas mal, ou même très bien. Oui. Il peut y avoir, mais vous le dites aussi, une certaine jalousie. Quand vous êtes jeune et beau, quand vous montez votre boîte de cuir, quand vous portez le nom de Delon et que c'est pas lui qui le porte, il y a aussi ça. Oui, oui, mais bon, tout ça est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Oui. Il était nécessaire qu'enfin vous puissiez vous parler. Oui, vous savez, le temps arrange souvent les choses. Et puis, je pense que, voilà, il était nécessaire de déposer les armes. Oui. Un jour. Carrément. Ouais. Oui, ça a été comme ça. Oui, parce que, je veux dire, ma mère et mon père étaient aussi de caractère très, très fort. Hein. D'ailleurs, j'ai interviewé mon père pour le documentaire que j'ai tourné sur ma mère, puisqu'évidemment, il est venu la voir. Et à un moment, je parlais de cette gifle. Et je parlais de cette interview qu'ils avaient donnée, où c'était deux pots de fer qui se cabossaient l'un et l'autre. Mais il m'a avoué avoir plié, lui. Elle pliait jamais. Elle était toute petite, mais elle pliait jamais. Et donc, évidemment, les chiens font pas des chats. Donc, voilà. Oui. Des blessures d'enfance. Parce que, quand vous parlez de Georges Baume, votre parrain, il rencontre votre père qui débute. Il est rue Saint-Benoît dans une chambre minuscule. Non, en fait, je raconte, mon père habitait dans une chambre d'hôtel avec une femme, rue Saint-Benoît, au rez-de-chaussée. Et mon parrain a habité 50 ans quai Malaquais, au bout de la rue Bonaparte. Et un ami vient frapper à sa porte, tambouriner à sa porte, et lui dit « Georges, viens vite, il faut que tu viennes. » À l'époque, rue Saint-Benoît, il y avait beaucoup de boîtes de jazz. Et il lui dit « Georges, il faut que tu viennes absolument, il faut que tu vois, il y a ce jeune qui vient d'arriver d'Indochine, il est magnifique, je suis sûr que ce sera une star en devenir. » Mon parrain était déjà chroniqueur, producteur, agent. Il avait déjà la main mise sur le cinéma, sur une partie du cinéma français. Et donc, curieux comme il l'a été pendant toute sa vie, il était en train de se raser, il finit de se raser, il s'habille et il fonce rue Saint-Benoît avec cet ami. Et donc là, il voit mon père, qui était tout jeune, et une amitié est née immédiatement. Et 5 jours après, mon père s'est installé quai Malaquais chez mon parrain. Ils ont monté plus tard la société Delbo, Delon-Baume. Et voilà, et c'est mon parrain qui lui a présenté Visconti, c'est mon parrain qui a véritablement, je ne sais plus comment j'explique ça dans le film, mais je dis la beauté, le talent de l'un et l'intelligence et le métier de l'autre ont fait que, voilà, comme c'est souvent le cas dans des professions où vous avez deux personnes, deux valeurs qui se rencontrent, de talents,
et voilà, et qui transforme l'essai. Incroyable. Alors, il va être très, très ami avec Romy Schneider, votre parrain. Très. Très ami. Vous racontez d'ailleurs comment votre père quitte Romy Schneider. C'est une lettre. Oui, c'est pas moi qui le raconte, c'est lui, je crois. Hein. Oui. Ma mère aussi l'a raconté, une lettre. Oui, j'ai rencontré une femme, Nathalie. Mais bon, on va pas raconter toutes les anecdotes, parce que sinon les gens, ils vont plus acheter. Ah non, mais il y en a plein. Il y en a encore mais je rigole, plein. Je plaisante quand je dis ça. Mais c'est pour ça, je veux dire, vraiment, ce que je disais au début de cette émission, c'est incroyable. La franchise, ce que vous racontez, c'est des choses qu'on a... on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient de très loin dans ce livre. Oui, ça vient du cœur. Oui. Ça peut être très loin ou très proche, le cœur, en fait. Il vaut mieux l'avoir proche. Oui. Mais ce qui est beau, c'est dans cette franchise, il y a beaucoup d'amour, au fond. Non, mais il n'y a que de l'amour. Que de l'amour, parce que Mireille d'Arc, évidemment, c'est un portrait magnifique que votre maman aussi, votre père aussi, à travers ses faiblesses, vous lui rendez un hommage magnifique, au-delà de l'acteur qu'on aime, qu'on connaît, mythique. Oui, bien sûr, l'acteur, la carrière, on la connaît. Après, c'est l'homme. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis, ce qui est important vraiment dans ce livre, c'est le fond. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces anecdotes qui sont sympas ou qui sont plus dures aussi, hein, il y en a, mais dont vous parlez, dont on a un peu parlé. Mais ce qui est important, c'est le fond. C'est-à-dire que le fond, c'est la résilience, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'universalité de ces conflits familiaux. Et c'est comment penser les blessures qu'on a tous à l'intérieur de nous, vous en avez sûrement, pour pouvoir apprendre à vivre. Voilà, c'est ça. Et c'est aujourd'hui, à mon âge, j'ai un peu de recul quand même sur les choses. Et c'est à ça dont je me suis attaqué, parce que c'est ça le fond de l'histoire. Oui, les rencontres. C'est ça le thème du livre. Oui, puis même pour vous, vos amours, vos rencontres, votre vie à New York, à Los Angeles, vous rencontrez Chris Blackwell, qui est le compagnon de votre mère, le producteur mythique devient mon beau-père, ouais. de Bob Marley et U2. Vous vivez des choses absolument extraordinaires. On se dirait, au fond, votre vie est un rêve, Anthony. Elle est mouvementée, il se passe plein de choses, ouais. Votre vie est un rêve et en même temps, elle n'est pas facile. En même temps, elle n'est pas facile. Eh oui. C'est si vous voulez, c'est la face cachée, c'est la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Oui. Parfois, l'envie de se perdre. Vous allez vous perdre un moment dans la jungle, vous allez tenter des choses dans des tournages de films, vous allez prendre des risques. Oui, ça c'était quand j'étais plus jeune. Effectivement, oui, je parle de Chronique d'une mort annoncée, de ce premier film qui m'a emmené au Festival de Cannes, bien sûr, et des 4 mois qu'on a passés dans la jungle, enfin non, les 2 mois et demi qu'on a passés dans la jungle. Et puis plus tard, oui, vous faites allusion à cette force ambivalente que j'avais à l'intérieur de moi, de vie et de mort, bien sûr. C'est normal. Oui. J'explique pourquoi. Oui, mais même à un moment, votre vie est en danger parce que vous êtes le fils d'Alain Delon. Il y a des affaires où vous pouvez être menacé de mort. Alain Delon dira dans l'affaire Markovic, ne vous en prenez pas à ma famille. Oui, j'en parle un peu. Là, oui. Puis après, dans d'autres affaires, vous allez retrouver votre moto piégée. Vous pouvez être... quelque part, on peut provoquer votre mort. Oui, c'est vrai. C'est un peu... oui, c'est un peu rock'n'roll, ouais. Oui, c'est dur. Mais tout ça, vous avez dit, j'ai repris tout ça. Ça, il faut de la résilience, ouais. Il faut de la force. Bien sûr. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il y a des natures. Et si, si vous êtes d'une nature combative, la violence, l'âpreté des rapports déclenche la violence chez vous et le combat. Si vous êtes d'une nature plus fragile, eh ben, ça vous détruit. Bon, moi, ce n'était pas mon cas. Moi, plus je prenais de coups, plus je devenais fort. Mais c'est vrai que ça passe quand on est jeune. Et après, quand on vieillit, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité, on a besoin d'harmonie dans nos vies. Et dans nos rapports aussi. Oui. Ça devient vital, parce que ce qui nous donne de la force, quand on a 20 ans ou 25 ans, nous détruit quand on en a 50. C'est-à-dire, le livre est formidable. Il commence, on va dire, par un enterrement. Il n'est pas triste, pourtant, le livre. Il commence par un enterrement et les mots de votre père, bouleversants, au moment où on porte en terre votre parrain. Oui, au moment où on porte mon parrain en terre,
mon parrain, qui a été un second père pour moi, je parle beaucoup de lui, Georges Baume. Georges Ouais. Baume, qui a été un mur porteur. Et effectivement, mon père dit cette chose très belle et en même temps bouleversante. Au moment où on porte mon parrain en terre, il prend la parole et il dit, tu vois, c'est la première fois de ta vie que tu feras du mal à ton filleul. Et cette phrase, j'écris, cette phrase résume à elle toute seule le rapport que j'ai eu avec cet homme. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais fait de mal. Et au moment où mon père me dit ça, évidemment, j'ai fondu en larmes. Je voulais moi aussi parler, dire quelque chose sur Parrain, mais j'en étais devenu incapable, puisque ça m'a coupé en deux à ce moment-là et bouleversé, et donc je pleurais à chaudes larmes. Et le curé m'a fait un signe, il m'a dit, monsieur, et j'ai dit non, non. Voilà. Et d'une certaine façon, je dis avec humour, je raconte que mon père vient se placer à côté de moi, poser sa main sur mon épaule, après avoir dit cette phrase avec une grande sincérité et beaucoup d'affection et de tendresse, mais qui m'avait encore piqué le créneau, l'animal. Parce que je n'ai pas pu aller parler pour Parrain devant le... Oh, il y avait 15 personnes, il n'y avait pas grand monde. Hein. Ouais. Non, mais c'est beau. Il y a des choses magnifiques. Alors, comment Mireille d'Arc, quand elle vous parle à vous, elle parle d'Alain, elle dit papa. Elle dit pas ton père ni Alain, elle dit papa. Ça, c'est Mireille. Je sais pas pourquoi. Oui, elle Ouais. disait toujours ça. Ma mère disait ton père, Ouais. de temps en temps papa, mais Mimi, Elle était un peu votre mère aussi. papa, pardon. Elle était un peu votre mère aussi, quelque part. Elle a été ma belle-mère. Elle a été, Ouais. elle a été une femme dans notre vie, bien Et sûr. merveilleuse jusqu'au bout aussi, Mireille. Merveilleuse jusqu'au bout, Mimi. Ouais. Regardez. Ça a été une résiliente, Mireille. Elle a eu une vie très très dure, une enfance très compliquée, très dure. Elle en parle dans ses livres. Et puis ensuite, elle a eu ce problème cardiaque, puisqu'on ne l'a pas soignée, elle était enfant, qui lui empêchait d'avoir un enfant, voilà, de mettre au monde. Son cœur n'aurait pas tenu. Et ça a été une grande épreuve et une grande souffrance dans sa vie de femme. Si elle avait pu avoir des enfants, elle en aurait eu avec mon père. Et voilà. Et sa vie aurait certainement été différente. Ouais. C'est en ça qu'il est universel, ce bouquin. C'est qu'au fond, vous le dites, les blessures de l'enfance. On peut en guérir. Bien sûr. Et c'est dur. Mais il faut en guérir. Votre père n'a jamais su guérir les siennes. Il est en train de le faire aujourd'hui. Ouais. Depuis la sortie de ce livre, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et, et je pense qu'il est en train de métaboliser certaines choses, de comprendre. Et je le sens, je le vois. On s'est vu il y a 3 jours. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus serein. Je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite, mais c'est quelqu'un de très instinctif. Et je pense que consciemment, mais inconsciemment, il est en train de faire le travail. Ouais. Être à l'enterrement de Jean-Paul Belmondo, pour lui, c'était quelque chose. Il l'a dit. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est... Je veux dire, d'abord pour les enfants de Jean-Paul, pour sa famille, et puis ensuite pour nous aussi. Moi, j'avais beaucoup d'affection pour Jean-Paul. Ouais. Et Anouchka, votre sœur, elle s'occupera de tout, vous dites. Et mon petit frère, Alain Fabien, Ouais. qu'il ne faut pas oublier. Oui. Les Delon, c'est un clan. Oui. Ça veut dire quoi, le clan? C'est qu'au fond, envers et contre tout, on est unis. Non, en fait, comme je parle du passé, je parle de mon clan à moi. C'est-à-dire que on parlait de Mireille, Parrain, Loulou, ma mère, qui a été la seule femme qu'il a épousée. Il le dit lui-même, hein, il n'y a qu'une seule Madame Delon, il n'y en aura qu'une. D'ailleurs, je dis dans le livre, le jour où Mireille est partie, ma mère, il avait perdu ses 2 Valkyries. Voilà, donc ce clan, c'est celui-là. C'est le mien, c'est le clan de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a ma famille, celle que j'ai construite avec mes enfants. Il y a mon frère, il y a ma sœur, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est le clan, c'est la vie d'avant. Ouais. C'est entre chien et loup. Entre chien et loup, c'est une phrase de mon parrain, parce que c'est quelqu'un qui s'exprimait extrêmement bien et qui a lu toute sa vie et qui avait une culture immense. Et je me souviens qu'un jour, on marchait comme ça
Et il me dit, tu vois, cette lumière, regarde comme c'est beau. Alors je regarde, j'étais tout petit, et il me dit, tu vois, on est entre chien et loup. Ah, je dis, entre chien et loup? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi? Je disais toujours pourquoi. Je posais 10 000 questions à la seconde. Et il me dit, bah parce que c'est un moment qui est indéfinissable. On ne sait pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. Et c'est pour ça qu'on dit entre chien et loup. Tu te rends compte comme c'est beau? Je dis, oui, c'est très beau. Et c'est resté dans ma tête. Alors après, il y a plein d'autres significations, évidemment. Puisque je parle de horde, je parle de clan, bien sûr, mais je parle de dominant, je fais référence au loup. La nuit, enfin, on peut, mais si vous voulez, la genèse de ce titre, c'est ça, c'est Parrain. Ouais. Vous avez toujours peur du noir, peur la nuit, comme vous l'étiez quand vous Non. étiez gamin? Non, j'ai plus peur Vous la avez nuit, vaincu évidemment. tout ça? Comme beaucoup d'enfants, j'avais peur du noir et peur de la nuit, mais parce qu'on fantasme sur des démons, sur des monstres qui vont venir. C'est parce qu'il y a une angoisse intérieure liée à notre vie familiale et automatiquement, elle se manifeste comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Anthony Delon. Une question idiote. Vous pensez que votre père va regarder cette émission, ce qu'on vient de faire? Il regardera? Écoutez, si vous m'appelez pour me dire quand ça passe, je l'appellerai, je lui dirai de Ouais. regarder. Il regarde, ça l'intéresse. Oui, il regarde tout. Enfin, tout. Il regarde pas mal de choses, ce qui l'intéresse en tout cas. Mais ça l'intéressera. Ouais. Il vous N'oubliez en pas de parle après. m'appeler. Il vous en parle après? Il vous dit? Ça Ça a dépend, été oui. bien. Quand j'ai Oui. fait la première émission, le journal de 20 heures, il m'a appelé, on s'est dit des mots magnifiques. Ouais. Des mots d'amour. Des mots d'amour. Voilà. Merci. Anthony Delon, Entre chien et loup, au Cherche Midi. Livre formidable. Voilà, vous allez les aimer tous encore plus, c'est mythique. Merci beaucoup, Anthony. Merci de m'avoir invité.